Allez, 11h02, comme promis, on démarre. Alors aujourd'hui, ce webinaire organisé par la MGS Mutuelle Europe va parler de la réhabilitation psychosociale et vous expliquer en quoi c'est une prise en charge coordonnée qui va favoriser l'autonomie et l'indépendance des gens atteints de troubles psychiques. Voilà, donc hop, si. Voilà, donc très rapidement, hein, si vous avez déjà suivi les webinaires de la MGS, hein, vous savez un peu comment on fonctionne. Donc, on a reçu un certain nombre de questions en amont auxquelles la présentation par Anne Joyot va répondre au fur et à mesure de sa présentation. Mais évidemment, pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le module de discussion et le module de questions-réponses. Ce webinaire est enregistré pour tous les gens qui auraient souhaité le suivre mais n'étaient pas disponibles ce matin, et il sera disponible d'ici quelques jours, quelques semaines sur le site internet de la MGS. Donc, comme à l'habitude, je vous renverrai au présent et à ceux qui n'ont pas pu être parmi nous, un lien directement pour que vous puissiez revoir ou voir ce webinaire de ce matin. Voilà, donc très rapidement, avant de passer la parole au directeur général de la MGS, Laurent Azoulay, je vais vous présenter très vite le programme. Donc d'abord, la définition de la réhabilitation psychosociale donc par Anne Fourquet-Joyot, qui est donc psychologue clinicienne, qui a bien voulu nous expliquer ce que c'était, et rentrer dans les détails, et en même temps nous donner une vision très opérationnelle, très concrète de ce qu'est la réhabilitation psychosociale. Ensuite, on fera une table ronde donc, avec Bruno Louten, qui est un élu aussi de la MGS. Donc, merci Bruno d'être parmi nous aujourd'hui. Et qui était un acteur de terrain en étant cadre supérieur de santé. Donc, il va nous donner, lui, son point de vue, son expérience terrain de la réhabilitation psychosociale. Et puis, on échangera avec tous les spectateurs et participants de ce webinaire si vous avez des questions, des expériences que vous souhaitez partager. Voilà. Le webinaire est également animé ce matin donc, par Laurent Azoulay, directeur général de la MGAS, et puis par Catherine Gaucher, qui est directrice marketing et communication, que vous connaissez bien maintenant, puisque vous avez dû déjà suivre des webinaires, et donc on les a déjà vus intervenir. Voilà. Laurent, je vous passe la parole. Super, merci beaucoup Aurélie. Merci évidemment à l'organisation, il faut toujours le dire et le souligner, puisque c'est quand même un travail technique et puis surtout de coordination et de mise en lien. Le deuxième sujet, évidemment, c'est de remercier les intervenants d'emblée, parce que je suis certain que, vu le parcours de Madame Fourquet-Joyot et puis connaissant Bruno Louten, forcément le duo ne devrait que, j'ai envie de dire, éclairer encore plus les débats justement sur la réhabilitation psychosociale pour favoriser l'autonomie et l'indépendance. Et à ce titre, moi, je voulais juste faire un petit préambule et ne pas trop manger, je dirais, sur le temps qui nous est imparti, puisque ce titre se découpe en deux parties, évidemment, la réhabilitation psychosociale et puis surtout comment donner de l'autonomie et de l'indépendance auprès des personnes qui sont aujourd'hui concernées par ces maux ou par ce mal psychique. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'était que les mandataires judiciaires, à mon sens, font partie d'un maillon important dans le dispositif justement de la réhabilitation, même s'ils ne sont pas cliniciens ou professionnels de santé, forcément, ils ont leur rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'intérêt d'échanger avec eux et puis surtout de leur apporter un peu de complément. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un ensemble de mesures, pour moi, comme je le vois, qui permettent justement de favoriser ce rétablissement de la personne qui ont des troubles psychiques et dans une optique, bien sûr, de pouvoir lui donner l'autonomie, l'indépendance, mais j'ai envie de dire quelque part une dignité humaine, puisque ce type de mal n'est pas aujourd'hui facile
toujours à exprimer. Il y a toujours un peu des hontes et des craintes de parler des problématiques psychiques ou psychiatriques. Et donc, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que la Fédération nationale de la mutualité française, qui est un petit peu qui regroupe, qui représente l'ensemble des mutuelles en France vis-à-vis des pouvoirs publics, hein, qui aide aux réformes, qui apporte un peu du débat dans les réformes de la protection sociale. Et vous savez que complémentaire, vous savez qu'il y en a beaucoup en ce moment, hein, le 100% santé, un certain nombre de nouvelles réformes. La FNMF a proposé, justement, puisqu'il y a des assises de la santé mentale, et à mon sens, il y a un lien fort entre la santé mentale et la réhabilitation psychosociale, c'est dans un dispositif global. Et à ce titre, donc, la FNMF, Fédération nationale de la mutualité française, a proposé pour justement ces assises du 27 et 28 septembre, donc c'est pas plus tard que la semaine prochaine, a fait 10 propositions que je vais bien sûr pas égrener, mais sur 3 axes, que j'ai rassemblées sur 3 axes. Le premier, évidemment, c'est développer la culture de la santé mentale. Forcément, ça permet de renforcer les connaissances, les compétences des professionnels de santé, et puis surtout mieux détecter en amont les troubles en question. Ensuite, le deuxième axe, c'est faciliter l'accès aux soins. Même si la France est très en avance sur ces sujets, j'ai envie de dire, d'accès aux soins et parcours de soins, forcément, s'il y a une prise en charge qui se fait progressive et adaptée, ben, évidemment, ça permettra aussi de mieux gérer les troubles psychosociaux. Et le troisième point, c'est améliorer l'accès financier aux soins. À ce titre, la Fédération nationale mutuelle française a proposé aux mutuelles, et on a suivi dès cette année, de pouvoir prendre en charge aux frais de la mutuelle des séances, jusqu'à 4 séances par an de psychologie. La MGS, d'ailleurs, l'a étendu aux psychothérapeutes, justement, pour pouvoir avoir un large spectre. Ce sont des séances qui, à hauteur de 60 euros sur 4 fois par an, permettent justement d'améliorer et de faire la mise en contact des patients vis-à-vis de ces problématiques de santé mentale. Voilà, donc, je souhaite aux deux intervenants, évidemment, des débats intéressants et qu'il y ait aussi, bien sûr, une conclusion et des échanges avec les personnes connectées. Je vois une bonne cinquantaine, je pense que c'est 40 personnes connectées hors organisation. Et donc, j'ouvre le débat. Et Catherine, bien sûr, fera un petit rappel sur MGS, Mutuelle Europe et puis les services qui sont en lien, bien sûr, avec les éléments psychosociaux. Merci en tout cas. Oui, bah alors j'enchaîne. Bonjour à tous. Donc, juste deux petites diapos. Je ne vais pas être longue parce que ce n'est pas le sujet du webinaire. Pour vous indiquer qu'on continue à faire évoluer nos offres qui sont dédiées à vous, MJPM, et à vos personnes sous tutelle, en prenant bien sûr en compte les évolutions des différents sites de logement de ces personnes, avec sur 2 gammes un élargissement de nos offres aux personnes qui sont en maison d'accueil de personnes âgées dépendantes, les MAPAD, pour notre gamme EHPAD, et sur OMS, on a élargi au mode d'hébergement dans les centres de réhabilitation psychosociale. Concernant les services et l'accompagnement, on met un point d'honneur à vous accompagner sur le terrain. Donc, on a une vingtaine de commerciaux de conseillers qui travaillent pour vous et pour vous accompagner, y compris sur des produits un peu à la marge de type offre complémentaire santé solidaire et sortie de CSS. On est là pour vous accompagner aussi avec les services, avec l'accès au tiers payant Alméris. À l'action sociale, on a un budget qui est dédié aux personnes sous tutelle, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter, souvent Laurent le rappelle, donc un budget dédié pour aider les personnes en souffrance. Et puis bien sûr Santé Claire qui nous permet d'évaluer les restes à charge des personnes et d'essayer d'apporter le conseil nécessaire pour diminuer ce reste à charge. Concernant les différenciations de la mutuelle par rapport aux autres personnes sur le marché et surtout les aides qu'on peut vous apporter, vous connaissez tous notre extranet MJPM qui est disponible sur le site internet de la mutuelle, mjs.fr, et qui vous permet d'avoir un suivi en ligne et une totale autonomie dans la gestion de vos dossiers, aussi bien pour faire des devis que pour les suivre, que pour télécharger des cartes de tiers payants, etc., etc. Donc, on est toujours très au fait et très disponible si vous avez des nouveaux souhaits d'évolution sur les fonctionnements, sur la navigation.
nous les faire remonter par nos conseillers pour qu'on continue à améliorer cet outil qui reste la porte d'entrée naturelle pour éviter de vous faire perdre du temps et pour qu'on soit à vos côtés dans votre travail au quotidien. Voilà, donc je vais passer directement la main au vrai sujet du jour et laisser la main aux experts. Je vous remercie. Oui, merci Catherine. Alors, on va donc accueillir Anne Joyot pour cette conférence. Donc, merci Anne. Du coup, eh bien, je vais vous laisser la main. Voilà, c'est à vous Anne. Merci beaucoup Aurélie. Bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier la MGRS et la Mutuelle Europe de m'avoir fait confiance pour prendre la parole durant ce webinaire. Peut-être pour situer le cadre de mon intervention, dire moi dans ma pratique où je me situe. Je ne suis pas à proprement parler une spécialiste de la réhabilitation psychosociale. Par contre, depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion dans diverses fonctions, dans divers lieux où j'ai exercé ma fonction de psychologue clinicienne, d'accompagner des gens souffrant de troubles psychiques, donc parfois dans l'orientation, dans l'emploi en milieu ordinaire, l'accompagnement aussi de gens souffrant de troubles psychiques suite à des cérébrolésions. On en parlera un petit peu, j'en parlerai un petit peu durant ce webinaire. Et puis plus récemment, autour de personnes en situation de handicap à leur domicile. Et en parallèle, j'ai travaillé avec des mandataires judiciaires protection des majeurs, donc au cœur de leur métier, en les accompagnant sur la supervision professionnelle en groupe et lors d'entretiens individuels, c'est-à-dire là pour les aider à prendre du recul et à réfléchir au travail qu'ils pouvaient faire avec les usagers. Donc c'est dans ce cadre que je m'inscris aujourd'hui. Il me semblait important de repartir du titre, alors réhabilitation psychosociale, qui est une traduction littérale de l'anglais. Alors réhabilitation, c'est un mot un peu particulier parce que dans notre monde français, réhabilitation, il y a quelque chose un peu judiciaire. Et puis réhabilitation, ça veut dire que les gens, à un moment donné, auraient été défaillants. Donc la notion peut-être de garder en tête qu'on va aller chercher un équilibre. Et puis, une autre forme de prendre soin, oui, avec les termes de autonomie et indépendance, je pense qu'il faut qu'on clarifie pour qu'on sache ensemble ce dont on parle aujourd'hui. L'indépendance, elle renvoie plutôt à tout ce que la personne est en capacité de faire en théorie, c'est-à-dire que c'est lié à vraiment ses capacités qu'on peut presque objectiver. L'autonomie, ça renvoie à la façon dont elle va décider de ses normes pour elle-même, c'est-à-dire la façon dont elle oriente sa vie et dont elle la gère. Donc là, on voit déjà que ces deux mots ne veulent pas dire la même chose, ils sont pour autant très dépendants l'un de l'autre. Je peux être dépendant sur une tâche, je pense à quelque chose que vous connaissez certainement, c'est l'hygiène corporelle, les soins corporels. Quelqu'un peut être tout à fait en capacité technique, motrice, le logement aménagé pour de prendre soin de lui-même, et pourtant, dans sa norme de vie, il ne le fait pas. Et vice-versa, quelqu'un peut avoir des aspirations, réussir à faire quelque chose, par exemple, ne plus avoir besoin de son mandataire judiciaire, ça pourrait être la norme qu'il se fixe, et pour autant, il n'a pas les compétences, les capacités pour le faire. Donc, on va voir comment on passe de l'un à l'autre et comment, bien sûr, ces deux notions s'alimentent l'une l'autre. Donc, le premier point important, c'est de penser les principes fondateurs de la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire à partir de quel moment on a peut-être quitté l'idée que quelqu'un qui souffrait d'un trouble psychique, il y avait un diagnostic, on avait des critères de symptômes, une nosographie, une classification, et puis les dés étaient jetés et on n'était plus dans une logique d'amélioration, de mieux-être. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, vous avez à l'écran la définition donnée par Alain Cochet, mais moi, j'avais envie de m'appuyer sur la définition donnée par Marianne Farkas, qui est chercheuse et qui est directrice du Centre de réhabilitation psychosociale de l'OMS. Je vais vous lire la définition parce que je ne veux pas la tronquer, je ne veux pas la galvauder. Donc, elle nous explique que c'est la somme des actions à développer pour optimiser les capacités persistantes d'un sujet et atténuer les difficultés résultant de ses conduites déficitaires ou anormales. Le but de la réhabilitation est d'améliorer le fonctionnement de la personne et qu'elle puisse remporter des succès
et éprouver des satisfactions dans le milieu de son choix et avec le moins d'intervention professionnelle possible. Donc là, de cette définition, il y a 3 notions importantes qui inaugurent cette notion de réhabilitation psychosociale. C'est les capacités de la personne. Et vous voyez qu'on change quand même de paradigme. On quitte la vision déficitaire avec l'idée que quelqu'un est seul, avec le fait de regarder quelqu'un uniquement sous le prisme de sa maladie et de ses déficiences. Et on va plutôt, finalement, je pourrais le dire de manière un peu plus triviale, hein, regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et se dire, ok, cette personne, elle souffre d'un trouble, il y a un diagnostic, mais il y a peut-être des choses, sans doute d'ailleurs, des choses dont elle est capable, et on va s'en servir, on va s'appuyer dessus pour lui permettre, parce que les choses dont elle est capable, c'est des choses qui la rendent indépendante, et de voir comment ces choses dont elle est capable, elle peut les intégrer dans son autonomie, c'est-à-dire les mettre au bénéfice de ce dont elle va avoir envie pour elle-même. Je dirais que la capacité de la personne, c'est finalement toute la différence qu'on peut faire entre dire de quelqu'un qu'il est schizophrène et dire qu'il a une schizophrénie. Quand on dit de quelqu'un qu'il est schizophrène, hein, quand on dit « Ah, ce matin, j'ai rendez-vous avec mon schizophrène de la rue des Fleurs », eh bien déjà, on voit bien que derrière, on a une représentation qui nourrit forcément la façon dont on va accompagner, travailler avec ces personnes. De dire quelqu'un qu'il a une schizophrénie, oui, il est touché par un syndrome grave, hein, là n'est pas le débat, mais par contre, il est plein d'autres choses. Il est peut-être un mari, il est peut-être un père, il a peut-être un emploi, il est peut-être super bon en dessin, c'est un super chanteur, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, on va pouvoir, voilà, c'est l'idée d'arriver quand même, en n'étant pas tributaire, nous, en tant que professionnels, d'une vision stigmatisante. Je rebondis sur ce que disait M. Azoulay en introduction. Oui, vous n'êtes pas des professionnels de soins ni des cliniciens, mais vous avez votre part dans la relation d'aide au sens large, me semble-t-il, hein, en tant que mandataire judiciaire. L'autre point de la réhabilitation psychosociale, quand on dit que la personne, on va l'accompagner pour qu'elle vive au mieux dans le milieu de son choix, c'est la question de l'autodétermination que vous trouverez parfois sous le terme d'empowerment, hein, c'est-à-dire de partir du principe que quelqu'un est capable de dire ce qu'il veut pour lui-même. Je dirais qu'on est beaucoup là aussi dans les lois médico-sociales, hein, notamment je pense à la loi 2002, projet personnalisé, etc. Alors, je ne vous vois pas, mais peut-être certains sont en train de se dire, oui, l'autodétermination, ok, mais enfin, nous, on a quand même un mandat de protection. Et si les gens si un juge a décidé que cette personne devait être protégée, c'est bien qu'aujourd'hui, ces capacités d'autodétermination sont flageolantes, parfois même très, très, très perturbées. Effectivement, on sera toujours dans cette notion d'autodétermination avec deux paradoxes, hein, c'est-à-dire le libre arbitre de la personne et sa sécurité, et un autre paradoxe qui est de pouvoir rester étayant sans être dans une posture de pouvoir. Donc ça, c'est peut-être 2 notions dont on débattra lors de la table ronde, hein, parce que on est bien d'accord que si moi, aujourd'hui, je vous présente ce webinaire avec une théorie qui déroule relativement facilement, la vraie vie, hein, la réalité du terrain, elle est beaucoup plus complexe. Hein, mais l'idée, c'est d'avoir des éléments de réflexion et de vous donner du grain à moudre pour penser votre accompagnement auprès des usagers. Et puis, un autre élément de la définition qui me paraît important, c'est l'éprouver des satisfactions. L'éprouver des satisfactions qui est un maillon essentiel, qui est un élément, oui, du cercle vertueux, hein, où on va aller, M. Azoulay parlait de la dignité de la personne, oui, ça va avec, c'est-à-dire que quand je vais avoir des succès, quand je vais réussir des choses, ça fait plaisir. Et puis, la personne se sent des capacités. Hein. Quand on parle de vous, alors, bien sûr, souvent, c'est juste des maladresses, hein, mais toujours sur un mode déficitaire. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible, ce sera trop difficile. En termes, vous imaginez bien, d'image de soi-même et d'estime de soi, c'est pas tellement porteur. Hein. Donc, de permettre aussi à quelqu'un d'avoir des satisfactions, ça nourrit sa confiance en lui et ça l'encourage
à aller un peu plus loin. Alors, je dirais plus loin au sens réel et symbolique. Hein. Réel, c'est, on parlera dans la réhabilitation psychosociale, hein, de la difficulté dans certaines pathologies à aller vers l'extérieur. Donc, c'est plus loin au sens très, très concret, géographique. Hein. Et puis, d'oser faire des choses. Aller plus loin dans le sens d'oser faire un peu plus de choses. Donc ça, c'était effectivement les 3 éléments de départ qui me paraissaient importants et finalement, dont le résumé peut être de se dire que toute personne est en capacité d'évoluer et que toute personne peut aller trouver déjà de l'indépendance et donc de l'autonomie et vice-versa. Et alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la loi et de la réglementation, mais je voudrais quand même rappeler que la réhabilitation psychosociale, elle est entrée dans les politiques publiques, avec le décret du, alors je regarde la date, hein, du 27 juillet 2017, et qu'aujourd'hui, vous trouvez sur les territoires des centres de réhabilitation des psychosociaux, qui sont départementaux, eux-mêmes portés par des supports régionaux et tout cela chapeauté par un centre ressources. Vous aurez à la fin de cette présentation tout simplement le site internet qui vous permet d'aller voir sur votre territoire s'il y a un centre de réhabilitation psychosociale ou éventuellement des antennes qu'on peut trouver parfois dans des hôpitaux. Mais c'est aussi important de rappeler qu'il y a un vrai positionnement des pouvoirs publics sur cette nécessité de prendre en compte la réhabilitation psychosociale. Alors pourquoi et là, on rentre dans aussi la deuxième partie qui est de se dire à qui va s'adresser cette réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, en fait, elle s'inscrit dans le champ de la psychiatrie. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on la pense plutôt pour les gens touchés par des troubles psychiques. Et on voit bien que dans le champ de la psychiatrie, hein, quand on parle prescription médicamenteuse psychotrope, on soignait finalement une partie de ce qu'est l'être humain, puisque si on s'en réfère à cet aspect assez simple, hein, qui est de se rappeler que l'être est un être bio-psychosocial, la psychiatrie d'il y a 20 ans, je dirais classique, et prenez en compte cet aspect biologique, hein. On va vous donner, madame, monsieur, un traitement psychotrope qui va aller agir sur vos symptômes. OK, mais la partie psycho et la partie sociale, elle n'était pas prise en compte, hein, elle était abandonnée. Alors, pas toujours, mais en tout cas, cette prise en compte n'était pas institutionnalisée. Donc, c'est ça aussi que marque l'arrivée de la réhabilitation psychosociale. Et on va on va pas prendre en compte juste les troubles mentaux, mais on prend la personne, on la regarde au sens global de qui elle est. Ce qui reboucle avec ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la personne n'est pas qu'une maladie, n'est pas qu'un diagnostic. Alors, le titre de ce webinaire était aussi qu'il s'agissait d'une autre forme de prendre soin. Je dirais que c'est faut le voir vraiment comme quelque chose en plus. Aujourd'hui, on évite d'exclure des soins. On est dans une vision complémentaire, ce qui demande parfois d'éviter les bagarres de chapelle, mais toujours de se dire, voilà, plus on a de cordes à notre arc finalement professionnel, plus on peut penser à des idées, à des pistes de solutions, hein, que ce soit des usagers, qu'on les appelle des usagers ou qu'on les appelle des patients. Hein. L'idée, c'est bien sûr toujours de rechercher leur mieux-être et finalement qu'il n'ait plus besoin de nous, quel que soit le rôle dans la relation d'aide dans laquelle on s'inscrit. C'est ce que tous, en fait, on se cherche. C'est qu'un jour, ils puissent nous dire « ciao, bye bye, je peux m'occuper de moi tout seul et je m'en trouve vachement bien ». Voilà, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, finalement, cette réhabilitation psychosociale, elle va effectivement plus s'adresser aux gens souffrant d'un trouble, ce qu'on appelle un handicap psychique. Hein. Peut-être rappeler effectivement la différence entre le handicap psychique et le handicap mental. Donc, vous voyez, le handicap mental, l'OMS en donne une définition, hein, je voulais vous la proposer, un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence. À la différence du handicap psychique, donc on a mis quelques exemples que vous connaissez, hein, la psychose avec la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles graves de la personnalité, des troubles névrotiques importants, comme par exemple les troubles obsessionnels compulsifs. On voit bien la nuance, c'est-à-dire que le handicap mental, il y a un arrêt du développement cérébral, quelle qu'en soit la cause, et du coup, toutes les fonctionnalités ne sont pas présentes. Donc, si toutes les fonctionnalités ne sont pas à disposition, forcément, on ne peut pas les travailler. Dans le
dans le handicap psychique, on pourrait dire, hein, c'est un peu caricatural, mais c'est pour comprendre pourquoi ça va s'adresser pas aux gens qui souffrent d'un handicap mental. Le handicap mental, ça va être, c'est marqué beaucoup par la déficience. On peut penser au syndrome de Down, hein, la trisomie 21. Le handicap psychique, finalement, c'est toutes les structures sont là, à disposition, mais sont parasitées par le handicap. Et donc, c'est la réhabilitation psychosociale, hein, elle va finalement essayer d'enrayer la friture sur la ligne, si je peux utiliser cette image, pour que la personne puisse retrouver ses compétences et du coup, son indépendance. Je voulais aussi quand même dire un petit mot, on l'a mis en bas de la slide, hein, du public un peu différent qui ne souffre pas du handicap psychique. Et d'ailleurs, c'est des gens, si vous leur dites que la réhabilitation psychosociale est dans le champ de la psychiatrie, ils vont vous dire « mais moi, je n'ai pas de trouble psychiatrique, je n'ai pas de trouble psychique », c'est vrai. Mais la réhabilitation psychosociale, elle vient travailler, on en parlera tout à l'heure, les troubles cognitifs. Et les troubles cognitifs, ils peuvent avoir plusieurs sources, donc le handicap psychique, mais aussi les cérébrolésions acquises, c'est-à-dire qui arrivent au cours d'un événement de la vie, hein, un accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale ou un traumatisme crânien. Je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est un public que vous accompagnez certainement, hein, avec justement des personnes qui souffrent d'un trouble, de troubles cognitifs et qui ne sont pas en capacité de s'autodéterminer en prenant soin d'elles-mêmes, hein, ou de leurs biens. Donc, c'est important de ne pas se fermer de porte. Alors, les personnes cérébrolésées, elles ne bénéficient pas des centres de réhabilitation psychosociaux, mais des UEROS, unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle. Vous voyez, on est finalement sur des différences de terminologie et sur des voies différentes en fonction de ce qui cause les troubles cognitifs, les troubles de la relation sociale en amont, hein. Mais l'idée, c'est bien sûr toujours de permettre à la personne de moins souffrir de ces troubles cognitifs et de pouvoir finalement reprendre sa place de citoyen, parce que c'est ça aussi qu'on vise, hein, quand quelqu'un peut se débrouiller tout seul, peut s'autodéterminer, c'est il reprend sa place pleine et entière de citoyen. Donc ça, c'était un élément important. Donc bien sûr, hein, quand on était dans le soin purement biologique avec un traitement médical psychotrope, les symptômes, et c'est toujours nécessaire, hein, quand un schizophrène est dans une crise hallucinatoire ou délirante, bien sûr, hein, la prescription médicamenteuse de psychotrope, elle est importante, mais ces médicaments-là ne régule pas, n'éradique pas des troubles de l'ordre des troubles cognitifs. Donc, vous avez la slide qui apparaît, alors qui sont de plusieurs ordres. Ils sont nombreux, hein, on les a mis un peu pour clarifier le propos sous certaines dénominations. Donc, tout ce qui est autour des troubles de la mémoire. Donc, la mémoire, ça peut être la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Ça peut être la difficulté à retenir des informations visuelles ou des informations verbales. Vous avez aussi des troubles de la mémoire de travail. Mémoire de travail, c'est la capacité, si vous voulez, à retenir une information dont on va avoir besoin un petit peu plus tard pour faire une action. C'est par exemple ce qui est mis à l'œuvre dans du calcul mental. Déjà, mémoire de travail, on se dit, tiens, bah oui, retour à l'emploi, quand quelqu'un souffre d'un trouble de la mémoire de travail, ça peut être un peu compliqué. Les troubles de l'attention, donc là, vous voyez, les troubles de l'attention, bah, c'est les personnes qui ne peuvent pas se concentrer plus d'une certaine durée, qui sont incapables aussi de faire deux choses en même temps. Les troubles des fonctions exécutives, donc les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est autour de la capacité à s'organiser et à mettre en place des stratégies pour arriver à mener une action jusqu'au bout. Donc, vous avez par exemple la planification, hein, l'activité, se faire à manger. Se faire à manger, il faut planifier différentes actions, hein, qui vont être de penser à ce que je vais manger jusqu'à arriver à le cuisiner, hein. Et vous savez bien que même parfois sur des choses qui peuvent paraître extrêmement simples, il y a des gens qui ne sont pas en capacité de penser les différentes étapes. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un défaut d'inhibition dans les fonctions exécutives, c'est la difficulté à se retenir. Hein, c'est-à-dire à ne pas faire tout ce qu'on a envie de faire au moment où ça se produit. Il y a aussi des stratégies, hein, qui peuvent être mises en place justement pour éviter ça. Tout ce qui est les fonctions visuo-spatiales, donc c'est la capacité à se repérer dans l'espace et dans le temps, le repère dans le temps,
ça nous ouvre bien, hein. Je pense que ça vous ouvre, à mon avis, des pensées sur un certain nombre de vos usagers, se repérer dans le temps, lire l'heure, avoir une conscience que pour être à l'heure à un rendez-vous, à mon travail, ben, selon là où j'habite, je dois partir un quart d'heure, une demi-heure avant. Il y a des gens qui ne sont pas accessibles à ça. Les troubles de la cognition sociale. Alors, la cognition sociale, hein, on est bien là. Alors là, on a vu plus, je dirais, dans ces premiers troubles, l'aspect psycho-cognitif. Et là, dans l'aspect social, la cognition sociale, c'est la capacité, si vous voulez, à comprendre ce que me renvoie l'autre. Là, on est vraiment dans la relation humaine. Hein. Comment je capte ce que l'autre me dit, ce qu'il me dit, alors verbalement, mais non verbalement, hein, ce qu'il me fait passer comme message et réussir à interpréter correctement mon environnement. Il y a aussi les troubles, alors je les liste, on va les revoir à peu près plus en détail, notamment par rapport aux outils que propose la réhabilitation psychosociale. Ce qu'on appelle les troubles de l'insight. Les troubles de l'insight, c'est la capacité finalement à prendre conscience de la réalité de la maladie. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de troubles de l'insight. Alors, des neuropsychologues parleraient d'anosognosie, hein, et peut-être psychologue clinicien dont je fais partie parlerait plutôt de déni. Alors, et là, vous voyez, c'est un très bon exemple d'éviter les querelles de chapelle. Le déni serait plus de l'ordre de la manifestation d'un trouble psychique, d'une défense. Hein. Ce qui m'arrive, ma maladie, le diagnostic qui tombe de schizophrénie est trop difficile à intégrer, je fais comme si ça n'existait pas. On entend bien dans les troubles de l'insight comment, après les différents aides, soins à mettre en place, et notamment le sens de la mesure de protection judiciaire, n'a pas de sens pour quelqu'un qui considère qu'il n'est pas malade. La nosognosie, ce serait plus un trouble d'ordre neurologique, hein, c'est-à-dire que la place l'endroit du cerveau qui permet de prendre en compte la réalité de ce qui se passe est perturbé par une lésion. Anosognosie ou déni, finalement, la réhabilitation psychosociale va dire la personne ne prend pas en compte sa maladie, comment est-ce qu'on peut l'aider? Pour information, 50 à 80% des personnes souffrant d'un trouble schizophrénique ne prennent pas en compte leur maladie, n'en ont pas la conscience. Donc, la statistique est assez large, mais enfin, si on prend la version basse, 50%, ça fait quand même 1 sur 2. Et puis, bien sûr, la perte d'autonomie, hein, c'est-à-dire que tout ça, tous ces troubles, tous ces symptômes peuvent faire que quelqu'un va baisser finalement ce qui se fixe pour lui-même, sa norme pour lui-même, autrement dit ses projets, parce que si j'ai conscience de toutes les choses que j'arrive pas à faire, peut-être je vais me limiter en me disant ça c'est pas pour moi, j'abandonne d'emblée. Donc, effectivement, tous ces troubles, hein, alors, qui ne s'excluent pas l'un l'autre, hein, il y a des gens qui souffrent de tous les troubles, hein, empêchent effectivement hein, à ces gens de vivre pleinement, de vivre en tant que citoyen, notamment la reprise professionnelle, pouvoir accueillir ses enfants. Parfois, pour certains, même jusqu'à sortir de chez eux. Hein. Donc, voilà. Donc, on va voir d'où on part. Alors, à la fois, on verra d'où on part. Et puis, on se tracassera surtout de savoir où, eux, est-ce qu'ils ont envie d'arriver. Parce que ça, c'est un point vraiment important. Et on verra tout à l'heure aussi cette notion de posture professionnelle hein, pour réussir à bien se situer et à bien comprendre là où quelqu'un veut aller. Donc, si on rentre là dans le cœur du sujet, quels sont les outils de la réhabilitation psychosociale? Alors moi, je ne voulais pas vous présenter les outils, déjà parce que comme je vous l'ai dit, je ne me présente pas comme une spécialiste des outils. Et puis vous, le but, ce n'est pas que vous soyez un spécialiste des outils de la réhabilitation psychosociale. Hein. Ce n'est pas votre métier. On verra quand même en dernière partie, justement, de manière très concrète et opérationnelle, comment le mandataire judiciaire est un acteur, néanmoins, du fait que les usagers retrouvent un équilibre de vie, bien entendu. Mais l'idée, c'est surtout peut-être qu'en vous parlant des outils, ça vous fasse associer à certains de vos usagers et de vous dire, tiens, oui, par rapport déjà à peut-être les troubles dont je viens de parler, cognitifs, vous dites, ah ben, peut-être que monsieur un tel ou madame un tel souffre de ça. Et ce qui est intéressant dans les troubles cognitifs aussi, c'est de ne pas... c'est aussi, à un moment donné, ça nous permet, je trouve, de prendre du recul sur les manifestations des gens hein, à notre égard, notamment quand, voilà, dans votre rôle, hein, vous avez aussi
parfois souvent peut-être des limites à leur mettre, essayer de leur faire comprendre des choses et de se dire c'est pas sa maladie en elle-même qui elle est là pour tout le temps, je dirais, on est schizophrène toute sa vie, hein, si on prend cet exemple-là, mais c'est les conséquences de sa maladie qui lui engendrent des troubles cognitifs et que peut-être, par certaines techniques et certaines dont on verra en dernière partie, vous pouvez mettre en place dans l'accompagnement, peut-être qu'il y a quand même des choses qui peuvent bouger. Alors, le premier impératif dans la réhabilitation psychosociale, c'est quand même le diagnostic. Hein, parce que les troubles que j'ai listés, on ne peut pas savoir au doigt mouillé s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là, notamment parce que voilà, c'est pas écrit. Alors, on peut avoir des intuitions, bien entendu. Hein, on peut se dire, tiens, là, en termes de planification, tiens, oui, si quelqu'un ne réussit pas à se repérer dans l'espace quand vous sortez avec lui pour l'accompagner à la banque, bien sûr, hein, y a la question du diagnostic. Alors, ce qui est intéressant dans le diagnostic, c'est que justement, on est dans un diagnostic vraiment d'évaluation globale. Autrement dit, aller chercher les difficultés, mais aussi aller chercher les ressources, hein, les potentialités, et interroger la personne sur ses objectifs. Même dans la littérature, hein, il y a les objectifs primaires et les objectifs secondaires. Autrement dit, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Pourquoi ce diagnostic? Parce que et pourquoi prendre en compte ses besoins et lui, ce qu'il voit comme objectif prioritaire, c'est de créer l'alliance thérapeutique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, hein, le fait de dire à des gens, vous ferez comme si, vous prendrez ça. Et puis au revoir, on se revoit dans une semaine, dans un mois. On a changé de paradigme, hein, avec le fait que la personne, elle va avoir besoin pour adhérer, de comprendre, et qu'on tienne compte aussi de ce qu'elle nous dit. Hein. Et je dirais que c'est là où il y a un travail important dans les objectifs. C'est aussi, nous, dans la relation d'aide, de lâcher ce que nous, on pourrait imaginer comme étant l'objectif prioritaire. Je vous donne l'exemple de Vincent. Vincent, il est atteint de schizophrénie, il a 2 enfants de 4 et 6 ans. Il les voit jamais, hein, depuis quelque temps, enfin, il ne les voit plus parce qu'il a fait des crises délirantes qui ont beaucoup impressionné ses enfants. Donc ça a été apaisé par un traitement, mais il a quand même des troubles cognitifs puisqu'il n'est pas dans la capacité de repérer les besoins de ses enfants. Hein, la cognition sociale, il ne capte pas les signaux. Et puis, il a des troubles de la planification, hein, donc pour organiser la venue de ses enfants et prévoir en amont ce qui peut être nécessaire pour eux d'organiser une journée, ce n'est pas possible. Chacun, on peut avoir une représentation de se dire, quand on est parent, père, mère, quand même, l'objectif prioritaire, c'est de pouvoir recréer un lien avec les enfants. Hein. Peut-être même qu'il y a une demande du service de la protection de l'enfance qui dit ce serait bien de pouvoir recréer un lien. Sauf que Vincent, il ne vous parle pas du tout de ça. Dans sa parole, quand vous allez le rencontrer chez lui ou au service, les enfants, c'est très, très loin. Lui va exprimer un autre besoin prioritaire. Il va vous dire qu'il veut absolument changer de logement parce qu'avec ses voisins, ça ne va pas du tout, parce que de toute façon, comme il a eu sa crise hallucinatoire chez lui, que les pompiers sont venus, c'est les voisins qui ont appelé les pompiers, donc maintenant il est repéré comme souffrant d'un trouble psychique et il sent bien qu'il est un peu malvenu, il est pestiféré. Alors, à tort ou à raison, hein, ça c'est un autre point, mais voyez, donc c'est aussi cette disponibilité qu'on doit avoir à l'autre. On l'a dit, hein, ne pas stigmatiser, bien sûr, dans nos représentations. Hein, le schizophrène, je sors ma fiche schizophrène, ah ben le schizophrène, il est comme ci, il est comme ça. Ah, la personne souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, je sors ma fiche, ah ben il est comme ci, il est comme ça. Non, il a cette maladie, mais je vais aller le rencontrer. Et finalement, de comment il est, j'en sais rien. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi d'avoir ce que moi j'appelle la disponibilité morale. Alors, ce n'est pas morale au sens de moralité, hein, c'est au sens de cette disponibilité morale, psychique, intellectuelle, d'arriver un peu ouvert, hein, et de ne pas avoir une représentation d'un objectif qui a de la valeur ou qui n'a pas de la valeur. Il faut partir d'un objectif qui a du sens pour la personne, et vous entendez bien derrière mon propos, un objectif qui n'a pas de sens, comment la personne peut adhérer aux soins au sens large qu'on va proposer, n'adhérera pas.
Hein, il va abandonner parce qu'il ne percevra pas à quoi cela va lui être utile. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Donc l'évaluation, elle va un peu dépendre, elle va être globale, mais elle va aussi dépendre de ce que l'entourage, de ce que le psychiatre, de ce que peut-être vous allez amener aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a perçu comme difficulté. L'évaluation, donc c'est les fonctions cognitives, l'autonomie sociale, la qualité de vie, l'estime de soi. C'est vraiment très, très large. Et cette évaluation, elle est faite au début du parcours, hein, pour dire de quoi la personne a besoin. Et c'est pour ça que la réhabilitation psychosociale ne dit pas qu'il faut démarrer par comment dire, un outil particulier. On voit ce dont la personne a besoin. Je vous disais, 50-80% des personnes atteintes de schizophrénie n'ont pas conscience de leurs troubles. On imagine bien qu'il faut commencer par un travail sur ce qu'on appelle donc l'insight, hein, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que la personne reconnaisse qu'elle a un trouble. Alors, qu'elle puisse en donner le nom du syndrome, je ne sais pas si c'est là l'essentiel, hein, mais en tout cas, de reconnaître les domaines dans lesquels elle a une difficulté en lui disant, finalement, vous avez ces difficultés-là, est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse les travailler? Donc, les différents outils. Alors, les différents outils, il y en a plusieurs. Vous aurez tout à l'heure un petit schéma. Moi, j'ai choisi de faire le focus sur 5, 4 précisément, notamment parce qu'il y en a certaines, vous verrez, elles font partie de soins, de prise en soin. Je préfère, moi, le terme prise en soin à prise en charge, parce que quand on considère que les patients ou les usagers, on les prend en charge, qui sont un peu comme des boulets, il faut commencer peut-être à s'interroger. Donc, je préfère, moi, prise en soin. Et vous verrez, il y a des choses, en fait, qui sont de l'ordre ce que j'appelle du tout venant. Ce n'est pas du tout péjoratif. C'est que je veux dire que ce n'est pas des outils d'accompagnement qui sont propres à la réhabilitation psychosociale, typiquement des séances d'affirmation de soi, hein, ou de ce qu'on appelle la mentalisation en pleine conscience, etc. C'est proposé dans des tas de situations, hein. Donc là, j'ai un peu plus fait le focus sur des outils qui sont propres à la réhabilitation psychosociale. Donc la remédiation cognitive, comme vous l'imaginez, il s'agit de venir travailler les troubles des fonctions cognitives dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, hein, attention, mémoire, fonctions exécutives, etc. Alors, il y a 2 techniques principales, je vous les cite parce que vous n'aurez pas, vous, à les mettre en œuvre, hein. Donc, soit quelqu'un a une fonction déficitaire et on passe par comment je peux dire ça, un entraînement intensif, hein, pour compenser, pour combler cette fonction déficitaire. Typiquement, quelqu'un qui a un trouble de la mémoire, il apprend par cœur. Alors là, ça demande quand même à ce que la personne soit très investie. Ou l'autre stratégie, c'est des stratégies de compensation ou de contournement, c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui n'est pas efficiente, qui n'est pas efficace pour la vie, tout bêtement pour la vie, eh bien, je trouve des stratégies de compensation qui me sont accessibles. Donc, ça peut être, si j'ai un trouble de la mémoire, je vais noter, ou je vais utiliser des moyens mnémotechniques, hein. Alors, moi, ça m'a fait penser à un patient que j'avais rencontré au centre d'éducation fonctionnelle. Alors, il ne souffrait pas d'un handicap psychique, mais il avait une cérébrolésion suite à la chute d'une échelle. Et en fait, il se mettait en danger, notamment, j'ai le souvenir de son épouse qui avait été toute retournée parce qu'il avait pris le tracteur-tondeuse qu'il l'avait utilisé et dans leur jardin, au bout de leur jardin, voilà, ça tombait à pic. Et en fait, ce n'était pas du tout quelqu'un, et c'est là, vous voyez, où on est aussi dans la nuance, parce qu'il y a une prise en compte globale, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelqu'un qui était dans la défiance, mais en fait, il oubliait, hein, son trouble. Et donc, on avait mis, avec son épouse, on avait tenté, hein, vous allez voir, on est sur du basique, hein, papier, porte du frigo, vert, ce qui est autorisé, rouge, ce qui est dangereux pour moi. Hein, vous voyez bien la nuance entre c'est dangereux pour moi et c'est interdit. Parce que forcément, quand on dit à quelqu'un que c'est interdit, pourquoi c'est interdit, hein? Si je suis dans un trouble de l'insight, c'est interdit. Ah bon, mais pourquoi il dit ça? C'est dangereux pour moi. Si je suis dans la capacité à faire attention à moi, ça a déjà plus de sens, hein. Donc là, je vous parle de couleurs. Alors évidemment, si quelqu'un est daltonien, le vert, le rouge, ou s'il n'a pas accès à ce code couleur symbolique, eh bien, on va, j'en sais rien, moi, pouce levé, pouce baissé, on va travailler sur les smileys, hein. Bon,
voyez, on est aussi dans une inventivité. Et là, vous voyez déjà un petit peu où je veux en venir, c'est que je pense que l'inventivité, ça peut être aussi une corde à l'arc du mandataire judiciaire pour travailler avec les usagers. Donc, la remédiation cognitive, donc souvent, c'est pratiqué voilà, enfin, par des neuropsychologues, ça peut être aussi en orthophonie. Je fais juste un petit bémol. Aujourd'hui, il y a beaucoup de… Alors, souvent, c'est travaillé grâce à des outils informatiques, tablettes, ordinateurs, pas mal d'exercices. Je fais juste un petit point de vigilance. Vous savez, aujourd'hui, il y a des exercices qu'on peut trouver soi-même en tapant sur Internet. Il y a des petits bouquins aussi. Bon, les petits bouquins, finalement, je trouve que c'est bien si on n'a pas de troubles. Et c'est plutôt axé sur finalement les gens qui avancent en âge et qui veulent s'entraîner sur leur fonction cognitive. Je pense que dans le cadre de la maladie psychique et du handicap psychique, c'est quand même bien qu'il y ait un diagnostic pour que les exercices soient ciblés pour plein de raisons, pour ne pas faire n'importe quoi, pour pas que la personne s'épuise à faire des choses qui finalement ne vont pas lui apporter dans sa vie quotidienne. Donc ça, c'était effectivement la remédiation cognitive. Alors, l'éducation thérapeutique ou psychoéducation, moi, c'est là pour le coup quelque chose que j'ai assez bien connu en le travaillant, alors dans un domaine un peu différent, qui était l'éducation thérapeutique de patients ayant fait un problème pulmonaire grave ou un problème cardiaque de type infarctus, etc. Mais finalement, ça procède du même principe. Alors, juste clarifier les deux thèmes, éducation thérapeutique et psychoéducation, c'est la même chose. La seule différence, c'est que pour être autorisé à utiliser le terme d'éducation thérapeutique, il faut répondre aux exigences de l'ARS, l'ARS, Agence régionale de santé, pas allocation, Agence régionale de santé, qui demande à ce qu'un programme d'éducation thérapeutique soit construit en 4 étapes. Donc, on a l'élaboration du plan à partir d'une évaluation diagnostique. Après, on a la mise en œuvre des séances avec les patients, on a la réévaluation. Alors, excusez-moi, parce que j'ai loupé une étape. Oui, c'est ça, c'est l'élaboration d'un diagnostic, la définition du programme avec la personne, la mise en œuvre des séances et l'évaluation. Tous les centres ne vont pas être dans ces 4 étapes et du coup, elles utiliseront le terme psychoéducation, mais on est sur le même principe. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique? Là aussi, c'est une évolution majeure dans la prise en compte des patients ou des usagers. C'est que ça part en fait d'une information claire et loyale qu'on leur donne sur ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'on ne garde pas pour nous, professionnels de la relation d'aide, là je dirais que ça s'adresse peut-être plus aux soignants, on ne garde pas pour nous un savoir en donnant juste la conclusion, comme c'était le cas avant, vous ferez tel soin, il faudra que vous fassiez ci, vous fassiez ça. Typiquement, dans moi, ce que j'ai pu connaître, quand vous dites à quelqu'un qui a fait un infarctus qu'il va falloir qu'il arrête de fumer, arrêter de fumer, ça n'a pas grand impact. Alors, si, un petit peu au début, parce que les gens ont peur. Ça marche assez bien. Mais la peur, elle s'estompe, parce que tout le monde a des stratégies, et encore heureux pour ne pas vivre dans la peur, parce que ce serait impossible de vivre dans la peur. Donc, en fait, entre l'infarctus et arrêter de fumer, l'éducation thérapeutique, c'est on se rencontre, et à partir de… on va vous donner une info loyale sur pourquoi on vous propose, et on va discuter sur comment vous pourriez vous, par rapport à ce que vous vous fixez, réussir à arrêter de fumer et peut-être au moins diminuer, etc. etc. Donc, l'entraînement, l'éducation thérapeutique, c'est vraiment comment vivre avec ma maladie chronique et faire ce qu'il faut. Donc, c'est que les gens n'aient pas d'idées reçues, qu'elles soient, je dirais, positives ou négatives. C'est-à-dire, moi, par exemple, les gens qui avaient fait un infarctus, l'idée reçue de la maladie, c'est oui, on m'a mis un stent et puis j'ai rien senti. J'avais très mal, mais le cardio m'a mis un stent et en 10 minutes, je me suis sentie bien. Donc, la prochaine fois que j'en ferai un, on me mettra un stent. Oui, alors déjà, les stents, c'est peut-être pas en quantité limitée. Et puis là, on est venu vous récupérer, mais est-ce qu'on pourra venir toujours vous récupérer à temps? C'est pas sûr. Donc là, on est aussi déconstruire les idées reçues sur la maladie ou sur les soins. Essayer de permettre à la personne de comprendre les comportements délétères par rapport à sa pathologie. Typiquement, on sait qu'un patient schizophrène qui est déjà sujet à une perte de contact avec la réalité, la consommation du cannabis, ça a plutôt tendance à majorer la survenue d'idées hallucinantes
hallucinatoires plutôt, ou délirantes. Me comprendre aussi, repérer aussi la conséquence des symptômes sur le quotidien, hein, pour pouvoir les mettre en lien. Et puis apprendre, voilà, comprendre le diagnostic, qu'est-ce qu'on met derrière ce diagnostic, hein. Voilà, donc ça c'est l'éducation thérapeutique, ça se passe souvent, voilà, c'est souvent en groupe, avec des moments, vous voyez, théoriques. Moi, je participais en concertation avec l'infirmière du service à un groupe de parole. Parfois, il y a l'usage aussi de jeux, hein, alors de jeux ciblés, hein, notamment le photolangage, enfin des choses comme ça. L'entraînement aux habiletés sociales, ben, on comprend bien que comment je pourrais dire, une des difficultés, hein, quand on atteint des troubles psychiques, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire être avec les autres. Alors à la fois se sentir bien avec les autres, mais aussi comprendre les autres, hein, comment comprendre, garder en tête ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Alors, non pas dans le sens du bien et du mal, mais là, c'est plutôt dans le sens du contrat social, hein, sur quoi on est tous à peu près d'accord pour vivre ensemble, pas trop mal. Donc, les habiletés sociales, je vous lis la définition, hein, de Jérôme Favreau et Lucien Barrelet, je la lis pour ne pas risquer de la tronquer ou de vous la dire de manière erronée. L'entraînement aux habiletés sociales, les habiletés sociales, pardon, ce sont les comportements verbaux et non verbaux résultant de processus cognitifs et affectifs qui permettent de s'ajuster à la vie dans la communauté. C'est l'ensemble des capacités spécifiques qui nous permettent de répondre à une situation sociale de façon jugée compétente. Donc, autrement dit, c'est comment je capte ce qui se passe autour de moi, vous voyez, cognitif et affectif. Et là, on voit bien comment la notion de ce que l'autre représente pour moi, le lien que j'ai avec lui, et vous voyez déjà la notion d'alliance thérapeutique, hein. Alors, alliance thérapeutique, on est dans l'idée du soin, mais je pense qu'avec les usagers dont vous prenez soin, j'ai envie de le dire comme ça, il y a une alliance qui doit se faire. Comment effectivement je peux capter et en réponse avoir une attitude qui est jugée adaptée. Donc adapter, c'est pas je dis ce que l'autre veut entendre. C'est là aussi où il faut que nous aussi on s'entende sur ce que veut dire adapter, hein, mais c'est adapté, c'est correct, je la comprends, et je suis voilà, c'est toute la place aussi de l'empathie, la capacité à faire preuve d'empathie. Donc, les habiletés, elles sont de 3 ordres: réceptive, décisionnelle et émettrice. Donc, réceptive, qu'est-ce que je fais avec ce que l'autre m'envoie ou me renvoie, hein, quel est mon prisme, est-ce que j'ai un prisme efficient pour comprendre alors ce qu'il me dit, ce qu'il me montre, le non-verbal, la posture de son corps, les mimiques de son visage. Décisionnelle, c'est-à-dire comment j'ai les outils pour intégrer tout ça et comprendre ce que je suis censée faire en réponse. Et puis les habiletés émettrices, c'est effectivement la réponse que je vais apporter, qu'elle soit verbale ou non verbale. Vous entendez bien que quand j'ai un trouble de l'attention et que je ne suis pas en capacité d'écouter ce qu'on me dit, ben, je vais répondre à côté de la plaque. Donc, il y a pas mal d'outils, hein, des habiletés sociales. Bah, c'est déjà travailler en groupe. On peut aussi amener quelqu'un chez le boulanger, le banquier ou que sais-je encore, hein, dans une situation sociale, hein, et l'accompagner, l'aider pour lui permettre de décoder ce qui se passe. L'ergothérapie, donc je passe assez vite. À l'ergothérapie, on est vraiment dans une approche fonctionnelle du domicile et de ce qui entoure la personne, hein, je dirais de ce qui est en lien avec sa qualité de vie, hein, donc tout ce qui compose son milieu. Donc l'ergothérapeute va aider par exemple quelqu'un à savoir prendre les transports en commun, se repérer dans le temps, dans l'espace, mettre en place des stratégies. Et puis un élément, bien sûr, vous avez peut-être entendu parler, qui est la pérédance. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très actuel, hein. Donc la pérédance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on s'est rendu compte, les professionnels se sont rendus compte, effectivement, quand on est professionnel, il y a toujours, pour celui qui reçoit notre message, on a toujours un petit côté sachant, donneur de leçons, même si on fait tout ce qu'on peut pour ne pas, hein, être dans cette posture, mais faire forcément. Et puis, nous, on parle quelque chose que l'on connaît en théorie, mais a priori, on ne souffre pas de ces troubles. Donc, la pérédance, c'est de dire, eh ben, on va s'appuyer pour aider les gens, on va s'appuyer sur des gens, des personnes qui ont vécu ces troubles et qui vont beaucoup mieux.
qui vont beaucoup mieux. Alors, je dirais l'ancêtre, si je parle comme ça. Alors, l'ancêtre vraiment, c'est l'aliéniste ancien psychiatre Pinel, qui lui avait, à la fin du XVIIIe, fait appel à un de ses anciens aliénés, qui s'appelait alors Jean-Baptiste Pussin, parce qu'il avait vu que ce monsieur Pussin, alors je vais le dire avec les mots d'aujourd'hui, accrochait bien avec les gens qui étaient, à l'époque on les appelait les aliénés, réussissaient à faire preuve avec eux d'empathie, et que finalement les aliénés accrochaient bien, étaient sensibles à sa parole, et que même quand on leur laissait alors il s'est dit comme ça à l'époque, fin 18e, on leur laissait de la liberté, eh bien ils se comportaient bien. Quelque chose de plus contemporain à nous et qui va tout de suite vous parler, c'est le concept des alcooliques anonymes, qui n'est pas autre chose que de s'appuyer sur la paire et danse. On est en groupe, et même ceux qui, alors un petit peu comme la schizophrénie, on est toujours alcooliste, mais on peut ne plus consommer d'alcool, on s'appuie sur ceux qui ne sont plus consommateurs pour faire toujours partie du groupe et pouvoir évoquer comment ils ont fait, confronter leur expérience, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché. Donc la paire et danse, c'est vraiment un point, une nouveauté, je dirais, qui se déploie. Et alors la paire et danse, elle peut être bénévole, c'est le cas de les alcooliques anonymes, et elle peut être aussi professionnelle, mais là les gens bénéficient d'une formation. Donc c'est voilà ce qu'on va trouver aussi, voilà, paire et danse, médiateur, il y a plein de terminologies. Moi, ce qui me paraît important dans la question dans le regard sur ces outils, c'est aussi de les penser en milieu écologique. Donc le milieu écologique, tout bêtement, c'est la vraie vie, là où la personne vit. Parce que si quelqu'un bénéficie d'une remédiation cognitive qui donne des résultats dans le bureau de la neuropsy, le score sur l'ordinateur est très bon, mais que dans sa vie réelle, ce n'est pas mis en application, alors pour des tas de raisons, on peut pas tout égrener, mais imaginons quelqu'un qui se sent en confiance justement dans le cabinet de la neuropsy parce que ce qu'il fait n'a pas d'enjeu social. Il n'est pas confronté à un autre, il est devant son ordinateur, un professionnel de soins, peut-être qu'il n'ose effectivement pas, dans la vraie vie, mettre cela en pratique. Donc, le milieu écologique, et on voit bien là la notion aussi de prise en charge globale et de lien les uns avec les autres, et de faire des ponts entre eux, oui, ça se passe super bien, les scores sont très positifs, en séance de rééducation, de réhabilitation, mais par contre, dans la vraie vie, nous, on ne voit pas de changement, et vice-versa, pouvoir amener des choses de la vraie vie. Donc, on est aussi, je pense, dans la réhabilitation psychosociale, quand on amène quelqu'un, voilà, on l'a évoqué, mais dans les transports, et même dans le travail à domicile, dans certaines choses, en pensant une manière d'être, et c'est là où on va être effectivement sur cette dernière partie, qui est OK, la réhabilitation psychosociale, très bien, intéressant. J'espère en tout cas que pour vous, voilà, ça vous fait déjà écho avec certains usagers, mais moi, mandataire judiciaire, comment j'actualise ça dans ma pratique? Donc là, vous voyez la slide juste précédente, vous avez vu les différents troubles et tous les outils, merci Aurélie, tous les outils. On n'a pas parlé effectivement de la prise en charge familiale pour la compréhension de certains troubles, je pense notamment aux dépressions très graves. Dépression très grave, on voit très bien que quelqu'un à qui la famille dit, vous avez entendu, bouge-toi, il suffit de se faire un peu violence, allez, excusez-moi l'expression, t'as qu'à te mettre un coup de pied aux fesses pour rester poli, ça ira mieux, enfin tout ça, quelqu'un qui est dans une dépression grave, alors d'une part, on voit bien qu'il n'y a aucune compréhension. Et donc là, la famille pourra bénéficier d'éducation thérapeutique. Il y a des temps d'éducation thérapeutique. Et peut-être, voilà, c'est un outil que vous pouvez penser. Alors, je sais bien que vous, si vous êtes mandataire, c'est a priori qu'il n'y a pas d'entourage. Mais parfois, il y a un entourage juste qui ne peut pas assumer cette fonction que vous allez assurer. Mais pourquoi pas leur permettre aussi d'aller comprendre ce qui se joue dans la maladie pour la personne. Et puis, pour la personne dépressive gravement qui reçoit que juste elle est un feignant, pour résumer, en termes d'estime d'elle-même, c'est pas non plus terrible. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des outils divers et variés qui vont pouvoir venir soigner, j'ai envie d'employer ce terme, les différents symptômes. Alors, bien sûr,
Rien de tout ça n'est linéaire. On est bien d'accord, je vous le présente de cette façon, mais l'usager adhère ou adhère pas. Il y a aussi des mouvements d'aller-retour, hein, parce que quelqu'un qui est investi dans la réhabilitation psychosociale, mais qui à un moment donné, il y a une crise hallucinatoire ou une période où dans la phase souffrant de troubles bipolaires, une phase maniaque, hein, qui est une phase d'excitation intense avec parfois mise en danger dans les choix qui sont faits. On voit bien qu'il peut y avoir des moments aussi où on va avoir l'impression de faire des pas en arrière. C'est parfois ce qui est difficile, hein, dans l'investissement de la relation d'aide, mais le tout, c'est de l'avoir en tête. Donc effectivement, le mandataire judiciaire, comment est-ce qu'il peut avoir sa place? Alors, vous l'aurez compris, je pense qu'il y a le regard qui est porté sur l'usager. C'est une partie, moi, du message, hein, et peut-être on en discutera, hein, lors de la table ronde. Une partie de mon message, c'est effectivement de sortir de ce regard stigmatisant, de ces idées reçues, mais qu'on est tous à chacun, on est aux prises tous à chacun avec ça. Quand ça fait 30 ans qu'on s'occupe de schizophrènes, c'est un truc un peu, je les connais, mais oui, alors dans une idée, dans une théorie, hein, mais chaque personne va être à chaque fois à rencontrer, hein. Donc dans cette rencontre déstigmatisante, et puis gardez bien en tête cette vision capacitaire, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme compétence? Donc ça, c'est vraiment un point important. Je pensais aussi à la réhabilitation psychosociale dans les actes de votre quotidien. Donc, j'en ai pris quelques-uns, hein. J'ai trouvé le témoignage de vos collègues, hein, peu importe où elle se situe, qui égrenait en fait comment était sa journée. Et elle parlait du matin où elle ouvrait par exemple les devis qu'elle avait pu recevoir pour un usager, et puis qu'elle validait le devis. Et en voyant ça, je me disais, tiens, elle valide le devis, mais ça veut dire qu'elle ne va pas travailler avec l'usager. Pourquoi elle va valider tel ou tel devis? Alors, je mets de côté peut-être les gens, je ne sais pas exactement dans quel contexte ça peut être, mais qui vraiment ne peuvent plus du tout, hein. Mais en fait, l'intérêt dans la réhabilitation psychosociale, et si on est dans l'idée de permettre à une personne souffrant de troubles psychiques ou d'un trouble cérébro-lésé de pouvoir redevenir un citoyen en faisant usage, en étant capable de prendre soin de lui-même finalement. Si on dit que nous, hein, professionnels, à un moment donné, l'idée c'est qu'on disparaisse, à un moment donné, c'est plutôt que de choisir le devis, comment est-ce que je peux travailler avec cette personne pour voir elle, qu'est-ce qu'elle choisirait, comment elle travaille les arguments, hein, pour choisir le devis. Alors soit ça, et de l'accompagner en se disant que l'autonomie, ce serait qu'elle puisse choisir son devis elle-même, et le devis le plus cohérent avec son besoin et ses moyens financiers, on est d'accord. L'autre exemple qu'elle donnait, elle disait, pour l'achat d'un four électrique, le mandataire prépare le bon d'achat qu'elle envoie à l'aide ménagère parce que l'usager, une fois sur deux, perd le bon d'achat. C'est ennuyeux qu'il perde le bon d'achat, surtout effectivement si c'est quelqu'un d'autre qui en tire bénéfice. Mais finalement, pourquoi ce monsieur perd le bon d'achat? Alors, c'est peut-être parce que dans son autonomie, sa norme, il n'a pas du tout envie de se tracasser avec ça, et qu'il trouve ça très bien que ce soit le mandataire judiciaire qui s'occupe de tout ça. OK, ce qui pose quand même question, mais OK. Mais pourquoi est-ce qu'il perd? Est-ce qu'il a une difficulté d'organisation? Est-ce que c'est un trouble mnésique, un trouble de la mémoire? Et on comprend bien que si on est dans l'idée de replacer l'usager en tant que citoyen, ce n'est pas tout à fait pareil qu'il soit totalement exclu de cet achat du four et que ça se passe entre le mandataire judiciaire et l'aide ménagère. C'est pas la même chose si c'est lui quand même à un moment donné qui est partie prenante de cette affaire, hein, et qui est dans, ça reste son argent, qui n'arrive pas à gérer, mais ça reste son argent, et c'est pas tout à fait pareil si c'est lui qui donne le bon quand même à l'aide ménagère. Toujours pareil, hein, dans son rétablissement, c'est-à-dire dans l'idée qu'il puisse être indépendant, être capable de le faire, que dans sa façon de gérer sa vie, hein, son autonomie, il sache qu'il doit donner ce bon d'achat à l'aide ménagère, qu'il l'intègre, et puis qu'il ait une satisfaction à le faire. J'ai été capable. Si j'ai été capable une fois, je serai peut-être capable plusieurs fois. Et je serai peut-être capable, cette action, de la copier sur d'autres situations. Et puis, une autre situation, hein, c'était le mandataire qui commande un taxi pour une jeune fille qui a un rendez-vous, qui refuse son suivi médical parce qu'en fait,
elle ne reconnaît pas en fait sa pathologie psychiatrique, donc il dit on va tout mettre en œuvre, on la prévient, on lui envoie un courrier, on lui fait un coup de téléphone. Trouble de l'insight, hein, déni ou anosognosie, ce n'est pas le débat, elle ne reconnaît pas sa maladie, donc un coup de téléphone, 2 courriers, un néon fluorescent, le suivi médical, la consultation n'a pas de sens pour elle. Hein. Donc effectivement, comment est-ce qu'on va pouvoir penser, comment est-ce que vous allez pouvoir aller carillonner près de chez vous si vous avez, vous, mais surtout cette jeune fille, la chance qu'il y ait un centre de réhabilitation psychosociale, peut-être avec une porte d'entrée hein, sur la reconnaissance de son trouble et les besoins en conséquence. Et juste pour vous dire, il y a aussi des médiations hein, qui passent par exemple par le sport pour les jeunes gens. Ce n'est pas toujours dans un carcan, un bureau fermé, on est en groupe. Hein. Il y a aussi des techniques hein, qui permettent, voilà, je dirais mine de rien, de faire que la personne va entrer dans ce soin de réhabilitation psychosociale. Et après, je dirais qu'au quotidien, hein, par exemple, quelqu'un qui a un trouble de l'attention, vous allez éviter autour de lui les distracteurs. Donc, vous arrivez chez lui, peut-être que c'est intéressant qu'il mette son téléphone portable un petit peu loin, que la télé, la radio soient éteintes, que vous soyez bien en visuel avec lui hein, pour capter son attention. Il y a des choses comme ça. Et je dirais que là, on est dans la logique de prise en charge globale, c'est-à-dire si la personne ne bénéficie pas d'un soin de réhabilitation, je repère ce qui peut faire défaut dans son fonctionnement cognitif et peut-être je vais me mettre en contact avec son médecin traitant, avec son psychiatre et évoquer hein, un travail cognitif. Mais aussi, si la personne a une réhabilitation, je vais pouvoir, moi, me mettre en lien avec eux et dire en tant que mandataire judiciaire ce que je repère, à la fois par rapport au projet que la personne m'exprime et qu'est-ce qu'il faudra aller travailler pour l'aider. Et il me reste, je crois, genre 3-4 minutes, je finis avec des actions qui m'ont semblé intéressantes, qui rentrent pour moi dans le champ de la réhabilitation psychosociale parce qu'elles sont dans la vision que peuvent avoir des services de mandataires judiciaires, dans la vision des compétences des gens et le fait de permettre de leur déployer. Donc, moi, les expériences que j'ai vues, hein, c'est un service qui a mis en place un conseil des bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est sur le modèle, vous savez, des conseils de la vie sociale qu'on voit dans les maisons de retraite, de permettre aux gens d'être participants. Donc, les gens viennent au service, il y a des réunions, ils évoquent aussi leurs problématiques. Là, on change aussi un peu de vision. Hein. Vous voyez, dans l'idée d'une vision capacitaire, oui, les gens sont capables de venir, de tenir en réunion, et on voit là, hein, réunion, quand vous avez un déficit de l'attention, ça va être compliqué. Donc, si j'ai envie de venir aux réunions, peut-être que je vais donner du sens à la remédiation cognitive qui va travailler cette notion d'attention, etc., etc. Un autre service qui a fait des journées portes ouvertes, c'est-à-dire de permettre aux gens de venir voir, commencer un service. Alors évidemment, ça remet en question hein, peut-être un fonctionnement, hein, laisser les gens entrer. Ce qui se passait, c'est que les usagers étaient finalement assez contents de voir qui remplaçait leur mandataire attitré quand il était absent, hein, de mettre un visage aussi un visage sur la personne qui répond au téléphone quand on appelle. Et je voulais vous dire le commentaire du mandataire judiciaire hein, par rapport à cette expérience qui dit « Pour nous professionnels, cette journée nous a permis de nous repositionner, de positiver nos regards sur les personnes. Au jour le jour, on ne s'appuie pas forcément sur leur potentialité. Cette initiative a favorisé notre rôle dans l'acceptation de la citoyenneté de la personne. C'est important que leurs paroles soient entendues. » Et enfin, un service qui a créé un journal des personnes protégées. C'est-à-dire que les gens viennent et en fait, c'est un journal qui est envoyé. Alors, il n'est pas envoyé justement. Pour limiter les coûts, il est donné par le mandataire judiciaire quand il va visiter la personne. Et c'est un journal, les gens, en fait, les usagers, hein, les bénéficiaires de la mesure de protection, envoient leurs questions au service et les usagers qui font partie de ce journal y répondent, alors bien sûr avec l'aide du mandataire judiciaire, hein, il s'agit bien sûr qu'il y ait quand même des étayages pour ne pas raconter n'importe quoi. Ce que je trouve intéressant dans cette expérience, c'est qu'au-delà d'apporter des réponses, hein, c'est-à-dire de dire aux gens, posez-nous vos questions, soyez acteurs et on vous y répondra. On vous y répondra, on est bien dans cette logique, information claire et loyale, hein, donc on fait de la psychoéducation sans le savoir. Certains avaient des compétences de dessinateur, donc il y a un dessin dans le journal. Ah ben tiens, vous ne saviez peut-être pas que votre usager était un dessinateur averti. Et là, on prend aussi la mesure de cet autre, hein, qui n'est pas qu'une personne souffrant d'un trouble psychique, mais qui a aussi plein de capacités, et on lui permet de les déployer
je pense qu'on ne peut pas dire autrement que c'est aussi voilà, une manière de vraiment de le restituer en place de citoyen. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup Anne. Je vous propose eh bien, qu'on commence le tour de table avec Monsieur Bruno Louten également. Bruno, est-ce que vous pouvez remettre votre son, s'il vous plaît? C'est fait. Eh ben, parfait. Voilà, du coup, voilà, Anne a fait un panel, une explication de ce qu'est la réhabilitation psychosociale. Merci, parce que c'était très dense et il y avait beaucoup de choses à dire et je pense que vous n'avez pas pu tout dire, mais voilà, le temps est compté, donc on en refera peut-être un épisode 2 sur une suite. Là, l'idée de ce tour de table était un peu, alors voilà, c'était la théorie, hein, ce que vous nous avez raconté, même si c'était étayé d'exemples, ça reste la théorie de la réhabilitation psychosociale et on voit bien que parfois, ça doit entrer un peu en contradiction aussi avec les pratiques dans le réel et les possibilités et les moyens qui sont mis pour cette réhabilitation. Et voilà. Et du coup, j'aurais voulu voilà, que M. Louten, lui, nous partage son point de vue et son expérience sur le sujet. Bon, ça va être un peu long, voire un peu court pour la séance, mais on y va. Oui, donc je me présenterai très rapidement. Moi, j'ai été actif pendant 40 ans en santé mentale, donc de passant du grade d'infirmier au garde supérieur de santé, responsable de projet, et donc avec des missions diverses et variées. Donc voilà, dont une des dernières qui a été de remettre au travail, je dirais, des équipes de santé mentale sur le secteur de Tourcoing, dispositif d'accueil de jour, CTTP, centre de consultation, et de travailler à des partenariats avec le réseau associatif et les différents réseaux sur la ville de Tourcoing. Mais au cours de ma carrière, j'ai pu accompagner des personnes qui étaient en grande difficulté mentale avec des programmes qui ne s'appelaient pas à l'époque Resocialisation, mais pour lesquels on est très actif. Et donc, je me suis forgé une expérience de terrain assez conséquente sur différents sujets, dont celui-là. Dès lors que nous travaillons avec un mandataire judiciaire, moi, ce qui se trouve très intéressant et surtout, c'est d'établir le contact entre le mandataire judiciaire, l'équipe et le patient qui est sous la responsabilité d'un mandataire judiciaire. Parce que c'est la pierre, je dirais, incontournable qui va nous permettre de savoir quel projet on peut monter. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez des personnes qui sont arrivées dans des situations extrêmement décompensées, avec perte de tout lien social, perte de tout lien familial, perte de toute autonomie sociale, à un moment donné, il faut une mesure de protection, éventuellement une allocation d'adultes handicapés pour permettre d'espérer engager un projet. Donc ça, c'est un élément, non négligeable. Ensuite, il faut apprendre à se connaître, c'est-à-dire ce qui est important dans le travail en réseau, notamment parce qu'en santé mentale, on insiste beaucoup sur le travail en réseau puisqu'on ne travaille pas seul, c'est de pouvoir identifier tous les partenaires dans lesquels est impliquée la personne dont on a la charge. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut rencontrer toutes les personnes. Donc, nous, on appelle ça synthèse pluridisciplinaire ou réunion de projet, pour pouvoir identifier ce que chacun fait, ce que chacun peut apporter et quelles sont les représentations mentales ou effectives que chacun a de son travail, de sa mission et de quelle appétence il a à écouter, prendre en charge la personne majeure protégée. C'est ce travail de contact, de liaison qui permettra d'identifier qui fait quoi et de pouvoir commencer à élaborer avec le sujet, j'insiste bien avec le sujet, un projet de réhabilitation psychosociale. Parce que, et ça je l'ai éprouvé dans toute ma carrière, on a tous des représentations mentales qui diffèrent en fonction de son savoir, de sa volonté d'agir ou non et de ses capacités à prendre en charge. À partir du moment où on a fait lien, il n'est pas question de stigmatiser l'un ou l'autre dans une faute, une erreur ou quoi que ce soit, mais de travailler ensemble pour trouver un consensus ou un compromis dans l'établissement d'un projet autour d'un patient ou d'un usager du système de santé mentale ou d'un sujet qui peut aussi atteindre une affection neurologique. Donc, dans ma situation privée, j'ai aussi accompagné dernièrement des personnes qui étaient atteintes par des troubles neurologiques dans le cadre d'une réhabilitation psychosociale. Et je peux vous dire que c'est vraiment un chemin très compliqué. Donc aujourd'hui,
en santé mentale. On parlait de Poussin tout à l'heure, qui était l'archétype de ce qu'il ne fallait plus faire aujourd'hui, à une psychiatrie aujourd'hui qu'on dit citoyenne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Hauts-de-France, il y a un service de santé mentale qui est très actif sur le sujet, c'est le pôle 59G21, qui est animé par le chef de pôle qui s'appelle Laurent Defremont, où il développe énormément cette approche. Donc voilà, ils utilisent aussi des outils inspirés du Canada. Et vous avez dans les mandataires judiciaires nouvellement nommés, il y a Virginie de Seine qui travaille à l'EPSM Métropole, qui pourrait éventuellement être votre personne de contact, si elle n'est pas présente aujourd'hui, pour pouvoir avoir des échanges avec elle. Donc, ils ont des outils, ils ont une plaquette d'information qui est bien faite et vous pouvez aller la voir. Elle est disponible sur le site de l'EPSM Métropole. Maintenant, moi, je souhaiterais plus qu'on aborde la pratique parce que des exemples, j'en ai des dizaines, voire des centaines. Et je souhaiterais qu'on puisse échanger sur un petit peu quels pourraient être vos besoins. Mais j'insiste quand même une chose, on a parlé de beaucoup d'outils, on pourrait parler aussi des GEM, donc des groupes d'entraide mutuelle, qui sont des outils un peu plus, on a les pairs aidants, mais on a aussi des dispositifs d'équipe mobile qui vont aller chez les personnes qui sont précarisées, parce que vous avez dans la cité, donc là où vous résidez ou là où vous avez évolué d'intervention, des personnes qui sont complètement oubliées de tout système. Donc on a aussi, nous, des infirmiers qui sont chargés, dès qu'on repère une personne qui est abandonnée, de tout plan, hein, physique, social, familial, des premiers contacts qu'on peut essayer d'établir pour la faire rejoindre un réseau de soins. Donc voilà un petit peu tout ce que je pourrais vous dire. Et un sujet qui a été un petit peu non abordé, c'est la sexualité. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément la thématique qu'on aborde en réhabilitation psychosociale, mais c'est aussi un élément à prendre en compte, surtout dans le champ clinique. Voilà un petit peu ce que je souhaitais dire pour l'instant. Très bien. Merci Bruno. J'avais quelques questions hein, dans les questions qui avaient été posées en amont. Il y avait vraiment la question de la stigmatisation. Alors Anne, vous l'avez abordé, hein, et vous aussi Bruno là, dans votre intervention. Et c'était surtout la question qui était posée, une des questions qui était posée était sur comment le mandataire judiciaire peut, dans le quotidien de la personne protégée, eh bien l'accompagner pour que le regard alors on va être dans le regard pas forcément de ses proches hein, mais des professionnels, alors je pense aux bouchers, aux banquiers, on les a cités tout à l'heure, et pas forcément d'ailleurs des professionnels de santé, hein, le regard des gens qui vont être dans son quotidien mais dans des postures professionnelles peut changer. Comment est-ce que le mandataire peut accompagner la personne protégée pour voilà, faire évoluer le regard et les représentations dont vous parliez de ces professionnels? Je me permets une première idée, Monsieur Louten, vous compléterez. Je me dis, alors le mandataire judiciaire, c'est sûr que quand quelqu'un se déplace avec son mandataire judiciaire, parce que le mandataire judiciaire, il crée une représentation hein, chez les autres. Ah, cette personne est sous tutelle, bon bah, je ne m'adresse plus qu'au mandataire judiciaire. Si vous voulez, je ferai un petit peu le pendant entre moi et l'expérience que j'ai, personne âgée, proche aidant. Ah, cette personne a un peu des troubles, entend moins bien, commence à perdre un petit peu les pédales, il a un proche aidant, je vais directement m'adresser au proche aidant, ça ira plus vite. Le mandataire judiciaire, au quotidien, peut tout à fait, alors ça demande une vigilance, hein, mais à chaque fois, remettre l'usager, la personne au centre. Typiquement, Aurélie, vous parliez du banquier. Le banquier, on imagine qu'il va s'adresser au mandataire judiciaire quand il va parler de la situation de l'usager, c'est de dire adressez-vous quand même à cette personne. Moi, j'écoute. Je vois aussi ce que l'usager va répondre. Alors, on ne parle pas d'un usager qui serait dans une crise intense. Je ne pense pas que de toute façon, il pourrait aller chez le banquier. Mais on est dans l'idée de remettre quelqu'un dans sa place de citoyen. Pour se sentir citoyen, il faut déjà qu'on s'adresse à moi. Sinon, je suis nulle et non avenue. Je n'existe plus, en fait. Je ne fais plus partie de la société. Donc, sur des choses comme ça, un peu basiques, oui, c'est peut-être le mandataire judiciaire qui a le carnet de chèques, mais il faut, je pense, s'adresser à l'usager. Hein, et aussi, ce qui est terrible, hein, c'est de parler des gens comme s'ils n'étaient pas là. Il a besoin de quoi? Demandez-lui. Demandez-lui, c'est aussi, en tant que mandataire judiciaire, pouvoir voir qu'est-ce que la personne a compris de pourquoi on vient chez le banquier.
on voit déjà du coup, est-ce qu'elle a retenu ou est-ce qu'elle a finalement un problème mnésique ou est-ce qu'elle est là, elle m'a dit OK, mais elle ne sait absolument pas ce qu'on vient y faire. C'est-à-dire, on tire aussi de l'information pour après travailler. Voilà, je me permets cet exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question qui était posée, Aurélie. Et vous, Bruno? Moi, je vais compléter. De par l'expérience, qui est essentiellement institutionnelle et aussi après, pas libérale, mais je dirais en secteur ambulatoire. Pour moi, le rôle d'un mandataire judiciaire, ce n'est pas d'accompagner au quotidien la personne dont il a charge, parce que je pense qu'ils ont énormément de mesures de gestion qu'ils ont à mener au quotidien. Et ce n'est pas évident que ce soit, un mandataire judiciaire ou une association tutélaire, de pouvoir accompagner au quotidien les personnes dans des démarches du quotidien. Par contre, le point de vigilance que je vais apporter, c'est dès lors qu'il y a plusieurs acteurs engagés, c'est au niveau du mandataire judiciaire de bien les identifier et de participer aux synthèses quand elles sont proposées, c'est-à-dire en santé mentale, quand on organise une réunion projet sur une situation complexe, on demande au mandataire judiciaire de venir. Et si on ne demande pas, il faut que le mandataire judiciaire s'en informe et y vienne. Pourquoi? Parce qu'il va puiser un tas d'informations. Parce que bien souvent, l'entraînement aux habiletés sociales se fait à partir des équipes de terrain, c'est-à-dire que c'est l'infirmier, l'ergothérapeute, le psychomotricien, parfois le psychologue qui vont accompagner dans des démarches particulières. Par contre, pour les démarches importantes, notamment par rapport à un point qui est extrêmement difficile pour les usagers en santé mentale, c'est l'accès au logement. Comment aller rencontrer un bailleur pour s'assurer que la personne qui est sous mandat de justice va pouvoir respecter la tranquillité du voisinage, va pouvoir entretenir le logement, va pouvoir face aux échéances financières. Le garant est le mandataire judiciaire, donc c'est lui qui doit s'assurer de prendre toutes les garanties pour pouvoir, je dirais, faire en sorte que la personne puisse bénéficier d'un logement. Et ça, en termes de réhabilitation, quand on repart dans la vie sociale, en tant que citoyen, c'est un élément important parce que sans toi, on ne peut rien faire. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le secteur G21, le pôle, ils ont un programme spécifique qui s'appelle Un chez soi d'abord, où des personnes qui ont été en grave crise de santé, donc des personnes qui ont des psychoses dissociatives, des délirants, mystiques, des schizophrènes, des personnes qui ont des troubles neurologiques qui ne sont pas forcément systématiquement pris en santé mentale, il existe un programme de réhabilitation psychosociale à partir d'appartements qui sont gérés par l'hôpital et qui permettent aussi après de partir dans le tissu associatif avant de reprendre une autonomie. Et donc, tout ça, c'est aussi accompagné d'équipes mobiles qui vont accompagner la personne selon le besoin qui ont été identifiés et repérés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir l'exhaustivité des problèmes de santé que la personne a, des problèmes sociaux qu'elle a, et de faire peut-être une checklist sur l'ensemble de sa situation qui permettra de mettre en évidence les difficultés, mais aussi les potentiels, parce qu'on parle d'exthématisation, et ça, c'est important. C'est un travail très, très fort qu'on fait en psychiatrie, et ça, ce n'est pas nouveau, parce que ça date des années 1960, avec la circulaire sur la santé mentale. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus à être reconnus, c'est-à-dire comme des acteurs qui peuvent participer. Donc, un exemple très concret, moi, j'avais des réunions avec la mairie de Tourcoing dans le cadre du dispositif logement, où les personnes qui étaient en grande difficulté mettaient, par exemple, une personne qui bouchait ses toilettes et qui jetait ses excréments par la fenêtre. On essayait de trouver des solutions de relocalisation de logement ou éventuellement d'un petit retour dans un dispositif de santé, notamment sur un hôpital de jour, sur un accueil de jour et suivi d'équipe mobile, pour pouvoir, je dirais, faire en sorte que le symptôme qui était à l'œuvre soit pris en compte et puisse être remis en circulation, c'est-à-dire peut-être réinstaurer un tourment, une discussion pour permettre à la personne de pouvoir rebondir et repartir dans sa vie. Donc voilà un exemple de ce que doit être le mandataire judiciaire, c'est-à-dire, moi j'insisterai beaucoup, il ne doit pas être acteur de terrain, mais il doit être au courant de tout ce qui se passe et il doit participer aux réunions qui peuvent être collégiales pour pouvoir un petit peu avoir une idée un peu plus précise de ce qu'il peut faire. Et bien entendu, une chose très incontournable, c'est la rencontre quotidienne, c'est-à-dire quand dans le quotidien, je ne vais pas dire tous les jours, mais de manière constante et régulière, de rendre visite, de discuter avec la personne dont il a la charge.
Eh bien, merci Bruno, vous avez anticipé ma seconde question, donc c'est parfait. Voilà, c'était en fait la question de, eh bien, quand il n'y a pas de lien entre le mandataire judiciaire et le milieu médical, en tout cas le milieu de soins, comment est-ce que le mandataire peut aller frapper à la porte? Alors là, bah, c'est très simple. C'est écrit noir sur blanc dans sa fiche de mission. Donc, il doit insister en tant que représentant légal de la personne de pouvoir avoir les informations relatives. Et je dirais, le psychiatre ne peut pas refuser de donner des informations. Peut-être qu'il peut réduire le champ des informations confidentielles, mais le mandataire a un droit d'accès aux informations concernant la personne dont il a la charge. D'accord. Donc, le mandataire n'a pas à hésiter pour participer justement dans le plan de réhabilitation psychosociale pour en être, comme vous le disiez, pas forcément un acteur de terrain, mais au moins au courant de tout ce qui se Bien au passe contraire. là-dessus. Au contraire. Et puis, je veux dire aussi, le fait d'aller dans la rencontre, c'est quelque chose qui, pour moi, participe aussi à l'acquisition d'une compétence chez le mandataire judiciaire par retour d'expérience. Et j'insisterai beaucoup, on ne peut pas construire, je dirais, un rôle, je dirais, professionnel, quel qu'il soit, sans faire des retours d'expérience, c'est-à-dire analyser sa pratique au quotidien, échanger avec des pairs professionnels de métiers différents. C'est ce qui forge l'expérience professionnelle par le retour d'expérience. D'accord. Alors justement, hein, on a une remarque qui nous dit que la réhabilitation psychosociale n'est pas dans le cœur de l'exercice du mandat judiciaire, mais que cette culture contribue néanmoins à comprendre les actions qui sont menées pour le majeur protégé. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'à partir du moment où le mandataire judiciaire a la connaissance du programme de réhabilitation sociale, ça lui permet aussi, quand il rencontre la personne, de savoir quelles sont ses limites. Ses limites intellectuelles, ses limites, je dirais, dans la relation de confiance, parce qu'on n'a pas insisté, mais il faut l'insister aussi. Je crois que quand vous rencontrez une personne, quelle qu'elle soit, c'est dans la notion de lien, essayer de voir quels sont les liens qui vont vous unir. Est-ce que vous êtes la bonne personne déjà, puisque je dirais, on ne se choisit pas forcément, et à un moment donné, qu'est-ce qui fera qu'on pourra établir un lien de confiance qui nous permettra de pouvoir aborder des sujets qui sont parfois de l'ordre de l'intime. Donc, à un moment donné, c'est aussi pour le professionnel s'assurer de l'efficience, de la réactivité du patient au propos ou à la personne, de la réactivité, c'est son interaction avec elle, et surtout de s'assurer si la personne qui est en face d'elle va pouvoir comprendre ce qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'on lui a une information loyale et accessible, c'est-à-dire qu'il faut adapter le niveau de langage à la capacité de compréhension de la personne, et en même temps, on doit s'assurer que ce qu'on lui conseille va être suivi des faits. Un exemple très concret, si vous avez une personne qui vient vous dire, voilà, moi en tant que gestion de tutelle, vous me donnez 100 € par mois d'argent de poche, je veux mon argent de poche le premier du mois. Donc, le premier du mois, les 100 € sont disparus, et le deuxième jour, il vient titiller tous les jours à votre porte parce qu'il n'a plus d'argent de poche. Donc, à un moment donné, c'est aussi ça qui va permettre, dans le lien, de pouvoir permettre à la personne de tenir. Donc, à partir de quel moment on va pouvoir adapter la mesure au contexte de la personne. Et ça, c'est fondateur, quoi, je veux dire. En santé mentale, bon, on y avait accès. C'est pour ça que, par moment, on demandait aux mandataires judiciaires de venir et de rapporter parfois 5 € par jour, quoi. D'accord, très bien. Alors, je vais ouvrir aux questions s'il y en a bien des spectateurs. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser aux intervenants. Aurélie, je me permets, le temps que les questions arrivent, oui, la dame qui a fait son commentaire en disant que la réhabilitation psychosociale n'était pas au cœur du métier de mandataire judiciaire, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que les outils ont été présentés, pas dans l'idée de pouvoir les pratiquer, mais les allers-retours entre les différentes équipes, comme l'a dit M. Louten, et le mandataire judiciaire, pour que ce qui est travaillé soit consistant dans le milieu de vie ordinaire et de faire des allers-retours quand ça ne l'est pas, et de voir comment l'équipe en santé mentale au sens large peut permettre à la personne de gagner sur ces dimensions. Oui, on a un autre commentaire qui dit que donc, la personne dit qu'elle a la chance d'être mandataire en centre de santé mentale et que la participation au PAP, aux synthèses, est primordiale pour la gestion du mandat.
hein, que les équipes de soins sont à l'écoute et communiquent au quotidien avec le MJPM. Donc voilà, il y a vraiment un lien qui, comme vous le disiez, est essentiel dans la compréhension en fait, de la personne. Alors, je ne vois pas d'autres questions ou remarques qui apparaissent. Alors, je peux peut-être faire une petite intervention par rapport à ça. Oui. Ce qui est important aussi pour le mandataire judiciaire, c'est d'identifier les référents cliniques de la personne, parce que c'est parfois bon de les rencontrer quand on a une question à poser, un doute sur ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pourrait faire. Et la rencontre du professionnel qui a la gestion clinique du patient ou de l'usager va pouvoir être à même de vulgariser le programme de soins et donner des conseils qui peuvent être fort utiles et lors d'un échange. Donc un échange duel, bien entendu, tout en respectant, je dirais, le secret professionnel, puisqu'on y est tous tenus, mais il est partagé dans ce cas-là. Et c'est très important de pouvoir entendre, écouter un professionnel de santé aguerri qui va vous donner des clés pour pouvoir mieux comprendre, mieux discerner les difficultés de la personne, mais aussi ses potentiels. Donc voilà, moi j'insisterai beaucoup sur ça. Et je l'ai fait à plusieurs reprises avec les mandataires judiciaires d'établissement, et je peux vous dire que la relation était excellente et qu'on arrivait, je dirais, à s'entendre sur tous les sujets. Parfait. Mais écoutez, peut-être avez-vous un petit mot de conclusion, l'un comme l'autre, avant que je repasse la main à Monsieur Azoulay. Merci à tous les participants de vous être connectés. Puis, n'hésitez pas à contacter les mandataires judiciaires avec qui vous travaillez pour vous échanger des conseils, parce que c'est aussi important de partager en groupe. Et je pense que vous avez des colloques qui vous permettent de discuter ensemble sur des thématiques qui sont là. Nous, au niveau de la MUGES, on peut répondre par les majors protégés, puis par les conseillers mutualistes. Et puis, Catherine le sait bien, s'il y avait une question très particulière, elle peut se tourner vers moi, comme on l'avait fait pour les centres de réhabilitation psychosociale qui sont en train de se monter, qui sont dans des champs exclusivement psychiatriques pour l'instant et qui sont accessibles gratuitement pour les personnes majeures protégées qui en auraient besoin. Voilà. Donc, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Anne, avez-vous un petit mot de conclusion? J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais remercier effectivement les participants de s'être connectés et puis de garder en tête cette idée de prise en charge vraiment globale. Avec peut-être cette notion, quand on dit de prendre contact, d'être en lien, la représentation qui de dire tout ça nous prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais si on est sur une vision moyen et long terme, je dirais que c'est pour en gagner. Après, et surtout que c'est au service de l'usager avec la perspective toujours qu'on doit, je pense, avoir, qu'il puisse un jour ne plus avoir besoin de notre étayage. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Alors, vous voyez à l'écran donc, le schéma qui est utilisé d'un circuit de réhabilitation psychosociale. Et en bas, vous avez l'adresse, donc le centre ressources réhabilitation.org. De toute façon, ce PowerPoint, cette présentation vous sera transmis. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc vous aurez les informations. Juste pour conclure, il y a une dernière petite remarque. Votre dispositif permet d'accompagner les personnes atteintes de pathologie mentale. Est-ce que ces dispositifs existent aussi pour des personnes atteintes d'handicaps sociaux? Alors, j'imagine que quand on parle de handicaps sociaux, c'est un peu les troubles dont Anne vous avait parlé tout à l'heure. C'est comme ça que je l'interprète, non? On vous entend. Oui, pardon. C'est bon, on vous entend. Vous vous adressez à vous, Anne. Oui, alors je ne sais pas, les handicaps sociaux, en fait, la notion de… En fait, il n'y a pas de maladie sociale, il y a différents troubles qui peuvent causer une situation de handicap social. Donc, je dirais que là, on va, ça va, je l'ai dit tout à l'heure, mais bien sûr, le temps passe assez rapidement. Finalement, l'origine de la difficulté, c'est pas tant la question. Ce qui est important, c'est de dire, tiens, cette personne, effectivement, dans les liens aux autres, ce qu'on a parlé, ce qu'on a appelé la cognition sociale, la capacité à comprendre ce que l'autre m'envoie, ce qu'il attend de moi,
et donner une réponse adaptée. Une réponse adaptée, ce n'est pas forcément de lui dire oui, je suis d'accord, je vais faire ce que tu me dis, mais c'est de ne pas lui tourner le dos ou de ne pas lui faire un doigt d'honneur ou quelque chose comme ça. C'est d'être une réponse socialement acceptable. Et là, les centres de réhabilitation psychosociaux peuvent tout à fait entrer dans ce champ. Alors là, la question semble être très liée à une situation subjective, donc il faudrait voir de quoi il retourne. Mais les situations de handicap sociaux sont liées, hein, alors ça peut être lié à une maladie mentale ou à une maladie psychique ou à plein d'autres choses. Il faudrait avoir en amont le diagnostic et l'origine. Là, c'est des troubles liés à la précarité, mais sans troubles psychiatriques diagnostiqués. Alors là, je dirais, prenez votre téléphone peut-être, et si vous avez la chance qu'un centre de réhabilitation soit pas trop loin de chez vous, voyez ce qu'ils peuvent vous proposer. Voyez ce qu'ils peuvent vous proposer. Si je peux intervenir. Surtout sans trou. Pardon, allez-y. Donc, quand vous parlez de précarité, derrière, il y a forcément une détresse psychique qui est liée à plusieurs événements. Et j'ai insisté tout à l'heure par rapport à ces personnes qui sont en précarité, qui échappent au dispositif. Bon, il y a le SAMU social qui s'occupe de les repérer dans l'espace public, mais on a aussi des équipes qui sont formées à aller chercher les personnes sur le terrain et de leur proposer de réengager un parcours de soins, de santé en faisant en sorte de les acculturer de nouveau à un dispositif. Parce que bien souvent, quand on écoute ces personnes et qu'on prend le temps d'aller les voir, quelle que soit leur détresse, on s'aperçoit forcément que derrière, il y a eu une dépression à un moment donné, un échec de vie ou une difficulté. Et pour revenir sur le handicap social peut parfois provenir secondairement, parce qu'on le repère, mais chez des personnes qui ont un handicap d'origine mentale. Donc, ça fait partie d'une catégorie de personnes qui peuvent avoir des handicaps sociaux. Et vous pouvez aussi des troubles neurologiques, comme par exemple, on va prendre les trisomies 21, vous pouvez avoir aussi du coup un handicap social. Donc voilà, mais sur une séance d'1h30, c'est trop court pour pouvoir expliciter l'ensemble des situations. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux pour vos interventions et je vais repasser la main à Laurent Azoulay pour sa conclusion de ce webinaire. Merci Aurélie, merci évidemment. Intervention de grande qualité, mais c'est impressionnant parce qu'il y a une imbrication de je dirais, deux métiers différents, mais que finalement, on sent qu'il y a la même passion et puis le même besoin, je dirais, d'informer, d'aider. Et puis, il y a aussi une grande expérience du terrain, aussi bien d'Anne que de Bruno. Je pense que moi, à mon sens, j'ai bien compris la notion de réhabilitation psychosociale, les limites, hein, les apports, les outils. Mais aussi dans le dispositif qu'on disait, la santé mentale, j'insiste, puisque dans le cadre du projet de loi, vous savez, de financement de la sécurité sociale 2022, c'est au cœur du dispositif, la santé mentale. Donc, ça serait intéressant, je dirais, peut-être dans un autre webinaire, d'explorer ce qui va en sortir. Alors, je crois que c'est plutôt voté ou ça sort en novembre-décembre, les plans de financement pour justement regarder comment améliorer, puisque MGS, c'est aujourd'hui, vis-à-vis des mandataires judiciaires et puis des personnes protégées, prend cette mission à cœur, d'abord de rembourser les personnes concernées, d'avoir des qualités de traitement importantes. Et pour que les mandataires, on sait que ce sont des gens qui sont très, très occupés, qui vont gérer la banque, la mutuelle, enfin tout le quotidien des personnes protégées, mais aussi le devenir, parce que avec une époque que l'on traverse, hélas, on risque d'avoir d'autres difficultés. Le psychique est au cœur de l'humain. Et encore une fois, la dignité doit rester un petit peu la ligne de mire, la dignité humaine, puisque les sujets psychiques, hein, la France a toujours été en avance, hein, dès le 18e et 19e siècle sur ces sujets liés au psychique. Et donc, il faut poursuivre ces missions, même si on a un peu des parcours difficiles, pas toujours des pouvoirs publics qui aident en budget et en outils. Donc, il faut aujourd'hui continuer sur le terrain. Donc, bravo. Et puis aussi, bravo mandataires, puisque aussi n'ont pas toujours les possibilités ou même les capacités financières pour justement bien comprendre ces problématiques de réhabilitation psychosociale. Merci en tout cas. Et puis,
on espère une suite à ce webinaire d'aujourd'hui. Voilà, donc merci à vous tous. Donc c'était le 4e webinaire dans cette cycle de conférences que la MGS Mutuelle Europe réalise. On a prévu un 5e en fin d'année. Donc voilà, vous aurez évidemment comme d'habitude une invitation mail pour pouvoir vous connecter au prochain sujet que l'on traitera. Merci en tout cas à tous les participants. Et puis, comme je vous le disais, le support qui a été projeté vous sera transmis, ainsi qu'un lien vers le webinaire pour ceux qui n'ont pas pu participer ou ceux qui veulent le revoir. Voilà, merci à vous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.